Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. On est là pour parler de l'actualité cinéma, série avec l'ami Ker. Et pour ça, eh bien il me faut Ker. Ker Ker Oui, oui. Ah, j'ai dit 3 fois Ker et comme Beetlejuice il Ah, comme apparaît. Beetlejuice. Comment tu vas mon ami Ker? Est-ce Ouais, que, fort bien. est-ce que tu as mis ce pull d'or parce que tu veux fêter en fait en quelque sorte le nouveau record de Léon Marchand? T'es allé chercher loin celui-là. Bien joué, bien joué. Oui, enfin, j'y avais pas pensé, mais vu de à côté là, le pull est pas trop d'or, mais c'est vrai qu'à la caméra, en effet, on a l'impression qu'il est doré. Eh bien, mon cher Kerr, puisque tu te vautres comme ça dans l'or, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du point pognon? Eh ben oui, mon cher Greg, le point box-office avec Venom 3, donc Venom The Last Dance, qui n'est pas vraiment la dernière danse, puisqu'en promo, l'ami Tom Hardy, dont on désespère un peu de retrouver le Tom Hardy qu'on aimait bien, hein, le Tom Hardy de Peaky Blinders, de Bronson, de Warrior, des hommes ordinaires, etc. Ou des hommes sans loi, je ne sais plus comment s'appelait ce film, il y était excellent. Bref, Tom Hardy a parlé dans la promo de son souhait de revenir. Alors il a dit pas dans Spider-Man 4, mais qu'il allait quand même revenir. Bref, Venom, c'est au cinéma pas un échec, mais c'est pas non plus un incroyable succès. Il a fait moins que les deux premiers, mais ça reste tout de même solide. Sur son premier week-end, il a fait un peu plus de 70 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises, ou un peu, non, 60, un peu plus de 60. Sur son deuxième week-end, il est à 26. Là, il est à 90 millions de dollars au total. À travers le monde, il est à 300 millions de dollars. C'est plutôt pas mal. Ceci étant dit, le film a coûté cher et on est quand même assez loin du box-office du film, donc sur les deux premiers volets. Bon, il faut dire que l'avant-dernier avec Carnage a plutôt bien porté son nom et a mis un gros coup dans la tronche de la franchise, qui n'était déjà pas ouf, hein, il faut le reconnaître d'un point de vue qualitatif. Toujours est-il que, à noter sur Venom, ça marche beaucoup mieux à l'étranger qu'aux US, et ça n'est généralement pas bon signe. Quand on n'est pas autour de 40 US, 60 international ou 50-50, c'est pas bon pour un film. Et là, on est à 28% seulement de recettes sur le sol américain pour Venom The Last Dance. Autre film qui actuellement est au cinéma et qui fait parler, c'est Le Robot Sauvage. Le Robot Sauvage qui a récupéré, mon cher Greg, la deuxième place lors du dernier week-end qui était le premier week-end du mois de novembre. Il a récupéré la deuxième place à Smile 2, le film d'horreur. Smile 2 est à 52 millions de dollars au total aux US. Et Le Robot Sauvage, le film DreamWorks que je vous conseille chaudement, est à 121 millions de dollars. Au niveau des déceptions, il y en a une qui est très grosse, c'est Her de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, Robin Wright, toute l'équipe de Forrest Gump. Et ben, ils ont pris un mur. 5 millions de dollars pour son premier week-end pour le film Her, qui a un concept très original. Je vous invite à aller voir la série sur les sorties du mois de novembre. On en parle plus largement du film Her. Cette vidéo est dispo sur la chaîne. Voilà, et qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? J'ai envie de rajouter, mon cher Greg, la sortie du dernier film de Clint Eastwood, qui s'appelle Juré numéro 2, Juror number 2, qui pour l'instant aux États-Unis est sorti n'a pas eu une grosse sortie, mais que quelques séances ici et là. Mais par contre, donc on ne peut pas parler de succès en termes de recettes. Par contre, là où c'est indéniable, c'est son succès au niveau des critiques, avec 93% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Et il serait la dernière sortie de Clint Eastwood avant sa retraite. Et une sortie particulièrement soignée. Le film est même évoqué donc pour les Oscars et les Golden Globes. Voilà pour Juré numéro 2. Et puis un mot sur le box-office français pour vous dire qu'il y a un nouveau phénomène après un petit truc en plus. Et puis le Comte de Monte Cristo. On a L'amour ouf de Gilles Lelouch qui a déjà atteint les 3 millions d'entrées en un mois d'exploitation au cinéma et qui cartonne et qui a notamment beaucoup de succès auprès des jeunes avec beaucoup de l'amour ouf sur TikTok notamment. Bref, joli succès pour ce film.
Et joli succès pour le cinéma français cette année. Alors, on a dit c'est à relativiser puisque la fréquentation des salles est en baisse, mais on a quand même 3 films qui ont été des gros succès et qui n'étaient pas du tout attendus. Donc un petit truc en plus, Le Comte de Monte-Cristo, alors on n'attendait absolument pas qu'il fasse autant. Alors un petit truc en plus c'est devant, hein. Mais alors là, L'Amour ouf, pareil, 3 jolis succès. Voilà mon cher Greg pour le point pognon. À toi, quelle est ta première news? Eh bien, mon cher Kerr, tu vas être sacrément content. Et alors là, tu vas te dire, ah là là, je suis content. Et Bah, donc, j'espère. Attends, je prépare mon là, je suis content. le truc, mon cher Kerr, eh bien, tu vas pas t'en mettre. Enfin, franchement, tu vas pas t'en mettre. Tu vas dire, c'est incroyable. Il y a la confirmation du prochain Planet of the Apes, la guerre des singes. Et oui, Ah là, je suis content. eh bien, le royaume de la planète des singes, qui a pu être diffusé il y a quelques mois, eh bien, a ramené 400 millions de dollars. Et évidemment, le producteur exécutif Steve Asbell a dit oui, bah du coup, en fait, il y a la piscine, tout ça. Alors du coup, on va refaire un film parce que j'ai besoin de plus de sous. Et voilà, donc c'est confirmé et la sortie sera en 2027. Donc non seulement tu étais content, et en plus tu as 3 ans pour te préparer à la sortie du film. Et ça, c'est quand même, il faut l'admettre, c'est quand même assez chouette. Et c'est assez cohérent quand on a regardé le premier, en fait. Parce que si ça avait été un échec, tu vois, que ce soit annulé, d'accord. Mais là, bon, c'est un relatif succès. Qui est une chute, c'est logique, vu qu'il n'y a pas vraiment de fin au premier. Moi, j'ai été assez déçu, hein. J'ai beaucoup aimé la trilogie précédente sur César. Mais alors, celui-là, on va voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, mon cher gars, toi. Fight Club a 25 ans. Et ouais, c'est incroyable. Fight Club, un des films les plus étonnants de son époque, puisque des critiques cata, des gens qui quittent à la projection à Cannes, qui quittent la salle de cinéma disant qu'ils sont choqués du film de David Fincher. Un succès public comme ci, comme ça, ok, mais pas de la taille qui aurait pu être attendue. Mais le film, qui ne se fait pas oublier, qui devient culte ensuite pendant plusieurs années, et qui, je trouve, ne trouve pas d'écho dans les nouvelles générations, où il n'y a pas un espèce d'emballement de ces films cultes qui perdurent, et je trouve ça extrêmement dommage. Et donc du coup, ce film Fight Club, après, j'ai envie de dire, le message porté, là je fais juste une aparté, le message porté était extrêmement logique il y a 25 ans. On se rappelle, fin 90, on dit que du coup, on n'a pas vécu si on n'a pas de cicatrices. On suppose que c'est des générations qui ne vivront plus jamais de problèmes. C'est vrai que cette notion de génération qui ne vivront plus jamais de problèmes ou de guerre, bon voilà, les gens sont peut-être un peu plus éloignés de ce concept en 2024. Mais et du coup, pourquoi est-ce que je parle de Fight Club? C'est non seulement parce que c'est un de mes films préférés, mais aussi tout simplement parce que il va y avoir une ressortie de Fight Club au cinéma. Et ouais, alors il y a un artbook, etc. mais une ressortie en 4K. Et ça, je trouve ça extrêmement stylé. Surtout que, du coup, vu qu'à l'époque, on tournait en pellicule, il y avait certes des effets digitaux, mais c'était tourné en pellicule, il y a de très fortes chances que le film soit vraiment en 4K de manière extrêmement agréable à regarder. Est-ce que ça te donne envie d'y retourner, mon cher K? Je sais pas. Fight Club est vraiment un de mes films préférés aussi. Après, je l'ai vu beaucoup de fois. Est-ce que j'ai envie de le revoir au cinéma? Je sais pas. Je sais pas. Mais immense film si vous l'avez jamais vu, hein. Vraiment, sautez dessus. Je te rejoins là-dessus. Eh bien, c'est à toi, mon cher K. Et ben moi, je vais parler de Supergirl. Alors, je vais faire un point DC Comics en fait. Très simple, je vais faire un point DC Comics et après, un peu plus tard dans la vidéo, je vais faire un point Marvel. On va commencer par DC Comics avec on va parler de Supergirl, Woman of Tomorrow, le film
Dans une des précédentes vidéos, on nous disait qu'on n'avait pas d'infos sur l'évolution du projet. Et là, cette fois, on en a, puisque lors du Comic-Con de New York, James Gunn a parlé. Et il a annoncé que le film partait en tournage en janvier 2025 en Angleterre, que le film était toujours prévu pour le 26 juin 2026, sortie US, donc ça va être juin aussi en France, avec au casting Millie Alcock, Rhaenyra, jeune, de House of the Dragon, en Supergirl. Et info sur Supergirl Woman of Tomorrow, ils ont trouvé l'actrice qui va jouer aux côtés de Supergirl le personnage de Ruthie, qui est, j'espère que je ne massacre pas son prénom, qui est aussi importante que Supergirl dans l'histoire, puisque c'est son acolyte dans cette aventure très particulière dont je parlerai après. Et cette actrice, c'est Eve Ridley, qui est une très jeune actrice qu'on a vue notamment dans Le Problème à trois corps. J'imaginais pas le personnage aussi jeune, en tout cas à l'écran. Et alors, qu'est-ce que c'est Women of Tomorrow? Parce que c'est vraiment un projet qui m'emballe, parce qu'on est très très loin de l'image qu'on a de Supergirl dans cette adaptation du comics. Le comics Supergirl Women of Tomorrow, que je vous invite chaudement à lire, est bien plus proche d'un Star Wars que d'une aventure classique de super-héros. Comme on a l'habitude de le voir avec Supergirl, Superman, etc. Là, on est vraiment dans un truc qui est très psychologique, qui est très touchant, qui est très dur aussi, sur les violences de guerre, etc. C'est avec un personnage de Supergirl qui est très très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et vraiment une thématique qui, moi, m'a beaucoup fait penser à Star Wars, mais aussi aux Gardiens de la Galaxie, à des jeux vidéo comme Mass Effect, etc. Bref, vraiment très très intrigué par ce projet. Autre truc intéressant à dire sur DC, qui a été révélé au moment du Comic-Con. James Gunn a annoncé que, par exemple, l'acteur Aaron Pierre, qui donc a été casté pour la série Green Lantern, acteur qu'on a vu récemment dans le film j'ai oublié le nom. Rebel Wright, voilà, cette fois je l'ai retrouvé. Aaron Pierre, qui donc rejoint Green Lantern en John Stewart, était son favori pour jouer Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et en fait, c'est un peu coincé. Et du coup, il l'a recruté sur le DC et c'est Will Poulter qui a récupéré le rôle d'Adam Warlock, pour ceux qui ont oublié, dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Et si vous voulez voir Will Poulter récemment très bon, je vous invite à regarder la série The Bear, où il est excellent. Et pas forcément Les Gardiens de la Galaxie 3, où il fait un Adam Warlock un peu décevant, mais ça, on en a déjà beaucoup parlé. Il a également parlé, James Gunn, lors du Comic-Con de New York, de David Corenswet, le nouveau Superman. Et il a dit, vous allez voir, vous allez comprendre l'ampleur du talent de cet acteur quand vous le verrez à l'écran. Sa puissance dramatique, comique et physique. James Gunn nous vend super bien son nouveau Superman, son nouveau produit. Et c'est vrai que Corenswet a un boulot monumental pour remplacer Henry Cavill. Corenswet, moi, je l'ai vu dans plusieurs films. Je ne l'ai jamais apprécié. Le seul rôle où je l'ai trouvé à peu près correct, c'est dans Pearl. Mais il se fait complètement voler la vedette par Mia Goth. Donc voilà. Ouais. Je suis assez inquiet, moi. T'es d'accord, toi, Corenswet, ça t'inquiète en Superman ou pas plus que ça? Ben, en fait, d'une manière générale, les images qu'on voit des tournages de James Gunn pour l'instant, moi, me font énormément flipper. Je pensais rien, de ce qu'il allait faire, parce que les Gardiens de la Galaxie, il y a du très bon. Il y a des trucs de James Gunn qui me tentent moins et tout. Là, ce qui est en train d'arriver de chez DC, je suis de plus en plus circonspect. Vraiment, ça, pas au point où je vais avoir un a priori vraiment négatif, mais j'attends ça, avec un œil critique, quoi. Moi, sur 2025, je pense que c'est un des trucs que j'attends le plus. Pas parce que je suis persuadé que ça va être un carton, pas du tout. Quand je dis un carton, un film qui va m'en mettre plein la tronche et auquel je vais adhérer. Mais plus parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que James Gunn va faire de ce nouveau DCU. S'il fait comme il a fait avec Peacemaker, ça va être du caviar. Bon, tu as raison, il y a d'autres aspects qui sont un peu plus inquiétants. J'ai l'impression que ce film Superman va être un peu fourre-tout, c'est un peu casse-gueule, mais ça peut être aussi une très bonne surprise.
Mais là, plus sur le choix de David Corenswet pour jouer Superman. Je trouve qu'il ressemble énormément à Henry Cavill, mais qu'il n'est pas Henry Cavill. Donc on va voir s'il a un rôle un peu plus riche, un peu plus fourni. Bon, on va voir ça. Et puisque j'ai parlé de Supergirl et là maintenant de Superman, un point sur le personnage de Krypto, donc le chien de Superman, qui apparaît dans une des premières photos officielles du nouveau film Superman, donc il sera présent dans le film. Et là où c'est cocasse, c'est que Krypto a un rôle essentiel dans l'intrigue de Superman, de Supergirl Woman of Tomorrow. Je ne sais pas si ça sera aussi le cas dans le film, mais en tout cas dans le comics ça l'est. Et du coup, ça serait marrant qu'il y ait un lien entre les deux avec le personnage de Krypto, donc le chien. On continue avec James Gunn pour vous dire qu'il y a eu un incident qui s'est passé sur le journal de France 2. Donc c'était le samedi 19 octobre. France 2 a diffusé dans un reportage sur le retour de Superman à l'écran. Et ben ils ont diffusé en exclusivité mondiale le trailer de ce nouveau Superman. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'était un trailer généré avec des images par intelligence artificielle. Et France 2 est tombé dans le panneau. Alors, en voyant les images, c'était absolument obvious que c'était pas un vrai trailer. Mais c'est quand même passé. Ceci étant dit, ça vient donc de chaînes YouTube comme Screen Culture, qui ne précisent pas, hein, bien évidemment, que c'est de faux trailers. Alors, c'est à nous, bien évidemment, d'en arriver à ces conclusions-là. Mais France 2 est tombé dans le panneau et James Gunn n'était pas content. Il a tweeté plusieurs smileys pas contents. Donc visiblement il était pas content. Et un dernier mot sur DC pour vous dire que ceux qui ont vu la série The Penguin ont peut-être remarqué que Carmine Falcone n'était plus joué par le même acteur. John Turturro qu'on avait vu dans le film The Batman a cédé sa place à Mark Strong, donc deux excellents acteurs, il n'y a pas de souci. Et en fait, pourquoi Turturro a refusé, n'est plus Carmine Falcone? Eh ben, il a refusé de reprendre le rôle parce qu'il estime qu'à la lecture du scénario, la série montrait trop de violence faite envers les femmes et qu'il ne voulait pas être dans une œuvre où il y a autant de violence envers les femmes. Donc voilà, pour le départ de John Turturro, pour ceux qui se posaient la question. Voilà mon cher Greg, à toi. Merci Jean-Michel, à toi. Du coup, alors moi j'ai des news Kicker. Tu vas te dire, je suis content. Ah, mais un peu moins que la planète des singes? Pourquoi il faudrait mettre comme ça une échelle du content? C'est quoi ce monde? Je sais pas, parce que tout à l'heure, tu avais cet vraiment univers insisté sur le fait que j'allais être hyper content. Le gars hyper dramatique. Et bien du coup, mon cher Kerr, tu vas être extrêmement content et je vais être extrêmement content et pour des raisons différentes. Il y a eu des annonces qu'il va y avoir des versions spéciales avec des Blu-ray collector qui vont sortir sur des séries. Certaines vont te faire plaisir, certaines me feront plaisir. Je commence évidemment par manque de politesse, par les séries qui vont me faire plaisir. Il y a la saison 3 de Mando qui va avoir donc son steelbook et des bonus. Loki saison 2. Là vraiment moi je me fais super plaisir. Et de ton côté, eh bien, je sais que tu vas avoir... C'est le kiff, hein. C'est Noël. J'ai envie de dire, là, c'est la première fois que tu peux manger après avoir fait quelques jours de disette. Eh bien, c'est Ahsoka qui va avoir également son Blu-ray Collector. Et surtout, Hawkeye. Et là, je pense que vraiment, tu te dis, je suis content. Et alors, vous allez me dire... mais, hein? Bah, c'est un peu rude. Bah, moi, si j'ai le choix, là, je prends Mando, hein. Pas non, Ahsoka je l'ai pris. et Hawkeye. Non, je l'ai pris. Tu te restes Ahsoka et Hawkeye. Et du coup, Kerr, c'est pas de bol. Et donc du coup, mon cher Kerr, donc les Blu-ray vont venir avec évidemment des bonus, puisque c'est ça le but. Parce que pas mal de gens vont me dire, mais pourquoi acheter cette série si je n'ai pu la voir? C'est grâce à Disney+. Et du coup, si je suis sur Disney+, pourquoi acheter, puisque je peux continuer à les voir, pourquoi acheter les Blu-ray? Alors oui, il y a beaucoup moins de raisons d'acheter des Blu-ray qu'avant. Évidemment, la raison peut être la propriété, ce besoin de collectionner. Le côté physique, c'est les steelbooks, hein, ils sont stylés. Hein. Tout à fait. Si et le steelbook de Mando, si tu peux le faire apparaître, ma chère Daniel, vous allez voir qu'il est extrêmement stylé. Steelbook saison 3, Mando. Et du coup, en fait, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, il y a beaucoup de bonus. Alors,
peut-être moins que ce qu'on pourrait espérer, mais c'est déjà pas mal. Il y a sur Mando, pour prendre un exemple, il y a un hommage à Carl Weathers. Il y a tout un truc sur la création de tous les droïdes et les créatures. Donc il y a un docu. Et surtout, ce qui va intéresser le plus grand nombre de fans, et même des gens qui sont juste dans l'audiovisuel, puisque on le rappelle, Mando, la saison 1, son making-of est une vraie référence dans le monde du cinéma, série et dans l'audiovisuel. D'une manière générale, ça a beaucoup amené à la profession. Et du coup, eh bien, il va y avoir une troisième partie à ce making-of qui sera dans le Blu-ray. Franchement, c'est pas mal. Loki, c'est un peu plus traditionnel, c'est des gags de montage et tout. Tu sens que c'était pas forcément prévu. Et voilà. Enfin, franchement, les bonus de Loki sont un peu décevants. Mais franchement, si vous êtes des grands fans de la série, qu'en plus il y a pas mal de gens qui sont désabonnés à Disney+ ces derniers temps, ça peut être cohérent. Il y a un truc que tu n'as Voilà. pas cité dans Mando. Il y a un documentaire aussi dans les bonus qui, moi, j'ai hâte de vous regarder. C'est qu'est devenu Pedro Pascal. Parce que c'est vrai que depuis qu'il a joué dans Mandalorian, en dehors de The Last of Us, Drive Away Dolls, Le Robot Sauvage, Gladiator 2, Avengers et les 4 Fantastiques, on ne l'a plus vu. Et du coup, voilà, c'est pour un peu prendre des nouvelles de Pedro Pascal, voir où il en est, s'il ne s'ennuie pas trop son travail. Voilà. Et bah tu vas faire du mauvais esprit en regardant ton Hawkeye, puisque c'est comme ça. Je te laisse la news suivante. Hawkeye, Jeremy Renner, excellent dans Mayor of Kingston et à des années-lumière de Hawkeye. Hein. Donc voilà, si vous avez une série à regarder avec Jeremy Renner, c'est ça là. En tout cas, si t'es pas sympa, tu sais ce que tu vas avoir en cadeau de Noël. Mayor of Kingston, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok. Moi, en fait, pour les gens qui ne le savent pas, l'anniversaire de Kerr arrive vraiment très rapidement. C'est facile à savoir en plus, puisque Kerr, généralement, quand son anniversaire arrive, c'est le moment où il dit à tout le monde: Hey, j'ai réactualisé mon PayPal. Information, je ne sais pas. Et du coup, Kerr, donc son anniversaire, c'est le 25 novembre. Et après, bon, je ne veux pas vous faire la date de Noël, je pense que c'est du savoir connu. Et, ça tombe quand du cette coup, année? Et du coup, en fait, le truc, c'est que il y a à la fois donc le DVD, enfin le Blu-ray. Alors le DVD, ça, ce serait quand même super salaud. Le DVD de Hawkeye, ça, c'est vraiment le cadeau le plus pourri. Et en fait, après, essayer de trouver un autre petit collector pas mal. Je sais pas si il y a un collector de Winter Soldier et Falcon. Mais là, comme ça, tu peux te faire vraiment une belle transition Noël. Là, comme ça, t'es au coin du sapin et tout. Tout ce que tu regardes te donne vraiment envie de pleurer. Mais l'ambiance Noël te réchauffe le cœur. C'est un petit peu le côté Song of Ice and Fire de Noël, quoi. T'es rude. Bon, mais puisque tu parlais de Marvel avec Falcon et Hawkeye, je vais vous faire quelques petites infos sur Marvel, puisque j'ai fait d'ici, pas de jaloux. Spider-Man 4, il y a eu du neuf. Donc le film avec Tom Holland est réalisé par Destin Daniel Cretton, qui est le réalisateur de Shang-Chi. Et ben, il a une date de sortie, c'est le 24 juillet 2026. Donc voilà, ça c'est aux US, donc 2-3 jours de décalage en France. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est 2 mois seulement avant donc Avengers Doomsday. Et du coup, il y a plein de théories sur le Spider-Man 4. Et notamment, une des théories qui revient le plus et qui n'est pas là pour nous faire plaisir, mon chat grec, c'est que ce Spider-Man 4 serait hyper connecté au multiverse. Pas de bol, hein. C'est là où on regrette que Cassandra n'ait pas réussi à le dégommer, ce multiverse. Voilà. Bon, on verra, on en reparlera sur la chaîne de ce Spider-Man 4 qui va faire bien évidemment l'actualité d'ici sa sortie. Il y a déjà Andrew Garfield qui a repris le même discours récurrent qui est de dire: Ah, mais arrêtez de dire que je vais jouer dans le prochain Spider-Man, c'est faux.
bien évidemment, il avait fait ça pour No Way Home et c'était pas faux. Et là, il y a une grosse théorie, par contre. Alors, Andrew Garfield est peu évoqué dans les rumeurs. Par contre, celui qui revient énormément, c'est Tobey Maguire. Au point où Tobey Maguire pourrait même revenir en Spider-Man dans les 2 prochains Avengers, ou au moins un des 2 Avengers. On verra si ça se confirme. Autre rumeur. Non, c'est pas une rumeur. Autre info. Mais j'ai tellement l'habitude de balancer des rumeurs sur Marvel, malheureusement. C'est pas une rumeur, là, c'est du vrai, hein, c'est du lourd. Ça bouge pour Blade. Eh oui, sortez le champagne, les amis. Le projet Blade avance bien, puisque le film a perdu sa date de sortie et est remplacé par Predator Badlands dans le calendrier des sorties de Disney. Il n'a plus aucune date de sortie, vous voyez. Vous vouliez du neuf sur le projet Blade avec Mahershala Ali, et ben c'est fait. Le film a pris un sacré coup de bastos dans le pied et a du mal à avancer. Il a plus de scénariste, plus de réalisateur. Et la blague de Wesley Snipes en disant qu'il n'y a qu'un seul Blade, et ben est en train de malheureusement pour Marvel est en train de prendre corps, puisque le film avec Mahershala Ali, donc pour l'instant il n'y a plus rien. Alors ça ne veut pas dire qu'il est annulé, ça veut juste dire que voilà, pour l'instant il est en pause, le projet est en pause, mais ça sent quand même pas bon. On continue pour vous dire que, puisque là je parle de films avant de passer sur les séries, Joe Russo, le réalisateur de Avengers Doomsday, a dit que le tournage allait commencer bientôt, printemps 2025, et il a dit que les 2 Avengers ne seraient pas tournés en même temps. Donc Doomsday et Secret Wars. Pourquoi est-ce que ça devrait être tourné en même temps? Parce qu'il a redit qu'il y a une ambition similaire à Infinity War Endgame, en termes de casting, en termes de nombre de personnages, d'intrigues, de grands méchants aussi. Et on pouvait supposer, un peu à la manière dont il y a eu le tournage de la trilogie du Seigneur des Anneaux, qu'ils allaient enchaîner. Et visiblement, c'est pas trop le cas. Donc voilà pour Avengers Doomsday et Secret Wars. Et puis je termine Marvel par une série. C'est Daredevil Born Again, qui a chopé un R-rated télévisuel. Donc la série va être violente. Voilà, ça il l'avait promis et c'est chose faite. Donc c'est plutôt bien parce que les dernières fois où Marvel était arrivé en disant ouais, on va balancer du hyper vénère, vous allez voir le Punisher à côté, c'est un clown. Et ben au final le Punisher c'était tout sauf un clown, ou en tout cas c'était le clown de Terrifier par exemple, mais certainement pas Bozo le clown. Et là cette fois Daredevil envoie. Et donc voilà, un truc qui est intéressant sur la série, c'est que initialement le projet Daredevil Born Again devait être la série Marvel avec le plus grand nombre d'épisodes, puisque initialement on parlait d'une vingtaine d'épisodes dans la saison 1. Que quand le projet a été complètement reboot, et notamment pour inclure complètement les personnages de la série Netflix, puisque initialement aussi la série avec Daredevil devait se faire sans Karen, sans le meilleur ami de Daredevil, etc., sans le Punisher et tout. Ça, ils sont revenus dessus, ils les ont tous intégrés à la série, et maintenant elle n'a plus une vingtaine d'épisodes, mais 9 uniquement. Et sachez qu'il y a également une saison 2 qui est déjà confirmée, qui est même en cours d'écriture, et qui devrait logiquement aussi avoir 9 épisodes. La saison 1 de Daredevil Born Again arrive le 4 mars 2025 sur Disney+. Enfin, elle commence sa diffusion le 4 mars 2025. Voilà mon cher Greg, tu l'attends cette Daredevil? Eh bien, mon cher Kerr, quand je me pose cette question, j'aime bien regarder l'océan. Et en regardant l'océan, parfois, je vois comme ça le tumulte de l'eau. C'était quoi ta question? Donc du coup, non, et du coup, est-ce que j'ai envie ou pas de regarder, ou est-ce que j'attends Daredevil? La réponse est oui, parce que là, en fait, la comparaison entre Netflix et Disney va être extrêmement simple. Et j'espère que Disney a eu un coup d'ego et s'est dit oh mais attends, nous on est Disney quand même, on a fait les 7 nains quoi. Et du coup ils vont essayer de mettre la pile à Netflix, et qui serait gagnant? Eh bien ce serait nous. Voilà. Mais je suis d'accord. est-ce que j'y crois en mais ça tant me fait que peur, hein. truc ouais, moyen. Voilà. Mais tu as raison, mais en même temps la peur, de la peur naît la colère naît le côté obscur tu vois, de Disney quoi. Donc c'est pas la peur dans le Star Wars, c'est l'amour, il me semble. Non, pas du tout. C'est la peur?
L'attachement naît la peur naît la colère. Bon, vas-y, ce n'est pas du tout le sujet, donc ça va. À toi, mon cher Greg, pour les prochaines news. Alors, du coup, je vous parlais de l'océan. Du coup, l'océan me fait penser à ce qu'on appelle un peu une bouteille à la mer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Joker Folie à deux. La communication a visiblement été n'a pas réussi à toucher le très grand public. Le film, Kerr vous l'a dit dans les points pognon précédents, ce fut un raz-de-marée de personnes qui n'allèrent pas voir le film. On part d'une chute de 81% de fréquentation entre la première et la deuxième semaine. Le film mal noté. Au moment où on a enregistré la vidéo, c'était 32% sur Rotten Tomatoes, donc c'est vraiment... C'est dommage. C'est compliqué. Bah, c'est dommage, tu l'as vu ? Oui, je suis allé le voir et au final, je l'ai trouvé aussi bon que le premier. Ah ! Très différent, très différent. Je comprends qu'il soit difficile à accepter. Il est très... Enfin, j'ai l'impression que le réalisateur avait vraiment envie de faire un film anti-Joker. Et il n'a pas du tout amené le film là où on pouvait l'imaginer. Donc il est un peu perturbant. Mais moi, je le trouve très réussi quand même. Donc aussi bien que le premier. Mais anti-Joker, c'est Batman ? Ouais. ou Joker Folie à deux. Et donc au final, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Eh bien parce que le film n'a pas séduit son public, pour le coup c'est un fait, mais du coup en fait c'est ce qui est incroyable parce qu'il était prévu que ce soit un énorme carton. L'estimation c'est que là la semaine où on enregistre, ça y est, des milliers de cinémas l'ont retiré en avance des salles et du coup il va sortir dans quelques jours. Voire il est déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo en Blu-ray ou en streaming à l'achat aux États-Unis. Pas en France à cause de la chronologie des médias. Moi je trouve ça complètement dingue. C'est vraiment tout c'est pas Hero to Zero, c'est From Bad Guy to Zero. Mais enfin je suis complètement bluffé par cette dégringolade intersidérale de Joker Folie à deux. Mais c'est le côté comédie musicale vendu un peu comme tel, alors que le film l'est faussement. C'est plein d'erreurs de communication. C'est des trailers qui donnaient pas suffisamment envie, alors que pourtant sur le papier, Joaquin Phoenix, Lady Gaga en Harley Quinn avait tout pour intriguer énormément. Et on est dans un contexte aussi où il y a eu énormément d'échecs, tu vois, de super-héros, et où aussi il y a des films qui ont un succès évident à portée de main et qui se vaut totalement. Et je pense que c'est une accumulation de facteurs qui fait que Joker est dans cette catégorie-là. Et personne ne s'attendait à un échec aussi vénère. Hein. Et j'enquille avec deux petites news supplémentaires. La première, c'est Batman Ninja, donc qui va avoir sa suite. Donc ça va être Batman Ninja versus la Yakuza League. Donc là, on est vraiment sur du spectateur de niche, mais le premier avait été surprenant et plutôt très stylé. Eh bien, sachez que le film arrivera en 2025. Il n'y a pas plus de date au moment où on enregistre, mais ça y est, le film est a enfin sa date. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils en ont profité pour relancer la communication sur un autre spin-off d'animation. C'est un film d'animation, si je ne l'avais pas déjà précisé. C'est un film d'animation que le Batman Azteca, donc le Batman à l'époque des Aztèques, donc vraiment on est sur la niche de niche, et qui s'appelle donc Choc des Imperios. Et en fait, il y a comment est-ce qu'ils ont relancé la communication ? Ils ont lancé pas mal de artwork pour voir donc la version aztèque de Batman. Voilà, c'est une espèce de, c'est des vues à chaque fois alternatives, vues d'artistes et tout. En fait, je préfère avoir ce genre de démarche de dire allez, vas-y, on se délire. Et si on avait Batman dans le monde de Cthulhu, qui a donné un film qui était assez chouette il y a peu de temps, vraiment, vraiment très surprenant et assez chouette, donner des films comme ça, plutôt que de dire il y a un multivers de Batman, que je trouve beaucoup moins intéressant. Et là, franchement, allez, si c'est créatif, si c'est chouette, j'aurais hâte d'aller voir tout ça. Ça te tente, toi, Batman en Aztèque, Batman en Ninja, Batman en Teletubbies, le Dark Teletubbies?
Oh. Je sais pas. Et Je sais pas. Je suis perplexe. Mais on verra bien. Mais c'est vrai que Batman Ninja, pourquoi pas, hein, moi, je l'avais lu Il n'était pas sorti en manga aussi, ce truc-là? alors, il était Il me sorti au semble. cinéma, si c'est ça auquel tu Oui, fais mais il y avait une référence. adaptation de Batman en manga Et aussi. les pages se déroulaient très vite. Il y avait Oui. 25 images À par l'écran. seconde. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Ouais, bah, Non, tu me trolls, mais oui, je vois de quoi je parle, et c'est le plus important. Ok, moi j'enchaîne avec d'autres news, mon cher Greg. Peut-être la news la plus surprenante de la semaine. C'est une Hollywood Reporter qui l'a annoncé. On l'avait pas vu venir, en tout cas moi je l'avais pas vu venir. Il y avait des annonces, hein, Game of Thrones très régulièrement, on a fait moult vidéos. Mais alors celle-là, Hollywood Reporter qui annonce qu'il y a au moins un film Game of Thrones en développement actuellement chez la Warner. Donc au moins un, ça veut dire que potentiellement la Warner a des projets pour plusieurs films, donc Game of Thrones. Qu'est-ce que ça peut bien être? On ne sait pas, pour l'instant on n'a aucune info, on ne sait pas le sujet, on ne sait pas quel personnage de Game of Thrones va être impliqué dans ce projet-là, on ne sait pas la période, on ne sait pas l'endroit, est-ce que ça va être sur Westeros, est-ce que ça va être sur Essos? Ça pourrait être intéressant sur Essos. On ne sait pas quel réalisateur est attaché au projet, quel scénariste travaille sur le scénar, quels acteurs potentiellement sont attachés. Bref, on ne sait rien. On sait juste qu'il y a au moins un film en développement et qu'on aura peut-être, si le projet avance un peu plus, davantage d'infos par la suite. Mais voilà. Est-ce que toi, il y a un truc qui te chauffe? Là, j'ai vu beaucoup. Alors, par exemple, on a fait un post communautaire pour en parler. franchement, le bœuf bourguignon, J'ai ça vu me des gens chauffe parler de énormément suite. ce soir. De quoi? Je me dis, qu'est-ce qui me chauffe? Le bœuf bourguignon, là, ce soir, ça me chauffe, mais de ouf. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je suis dans un trip. Je mangeais bœuf bourguignon, raclette. Ouais. C'est sans doute le froid qui me dit qu'il faut que je me prépare à consommer beaucoup de calories. Mais Goth. Ah, pardon, donc sur Goth, effectivement. Eh bien, je t'ai déjà parlé de quand je regardais la mer. Et du coup, eh bien, en fait, quand je regarde la mer de temps en temps, eh bien, je pense à Game of Thrones et en fait, est-ce que t'as pas envie, je te retourne la question, est-ce que ça te fait pas super envie d'imaginer la série de Goth au cinéma avec un méga budget? Ça me fait super kiffer. Le truc, c'est que par contre, il y a deux choses qui m'inquiètent. Le premier, c'est que ça ressemble beaucoup à un money grab. Donc, c'est-à-dire que en fait, on va pas mettre tant d'argent que ça et on va essayer d'en prendre le plus possible parce que c'est un film à licence. Et le deuxième truc qui m'inquiète beaucoup, c'est l'adaptation, puisque le sujet de l'adaptation sur Game of Thrones est quand même un sujet assez chaud. Mais imagine 2 secondes, on en avait parlé quand on avait résumé tous les projets en cours, toutes les séries en cours, et La Conquête d'Aegon était une série dont le développement a fait débat, et des rumeurs sur le fait que ça se transformerait en film étaient présentes. Si c'est La Conquête d'Aegon en film, ça va être mortel, au sens premier du terme. La conquête d'Aegon, je suis d'accord parce qu'en plus, dans le bouquin, c'est une ligne droite et il n'y a pas besoin d'en faire plusieurs saisons. Donc, c'est plausible. Un truc aussi qui serait plausible et qui permettrait à tout le casting de revenir, puisque là, c'est sous forme d'un film et pas d'une série, donc c'est un peu moins chronophage en termes de temps. C'est une suite de Goth, en fait, qui serait assez cohérente. euh, et qui est beaucoup évoqué, notamment par les fans. Là, sur les réseaux sociaux, depuis l'annonce du projet de film. La suite, pourquoi? Parce qu'il y a une déception autour du final. On vous invite à regarder la vidéo pourquoi la dernière saison est loupée. Et est-elle vraiment loupée? Qui est dispo sur la chaîne, qu'on a sorti cet été. Et il y a une frustration qui est évidente sur la dernière saison et qui fait que pour beaucoup de gens, l'aventure n'est pas terminée, ou en tout cas l'aventure ne s'est pas terminée comme il fallait, et qu'on pourrait la terminer proprement avec pourquoi pas un film. Donc projet d'une suite. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je trouve aussi que ce projet-là est extrêmement compliqué. Revenir sur Game of Thrones avec une suite sur juste un film, mais ceci étant dit, la déclaration, elle est lourde de sens. Au moins un film. Ça veut dire que si le premier fonctionne,
ils partent sur d'autres films. Donc ils pourraient continuer l'aventure de Game of Thrones donc, en tant que suite avec des films ou partir sur d'autres périodes. Tu vois, Le Roi Maelor, c'est hyper intéressant. Jaehaerys, pourquoi pas, mais tu vois, Jaehaerys mériterait une série. En fait, peut-être sortir aussi de ce qu'on a lu, nous, dans Fire and Blood ou dans Le Trône de Fer, et partir sur d'autres horizons. Ce qui se passe du côté des os, ça pourrait être intéressant aussi. On pourrait Oublie avoir un pas film qu'est-ce qui est intriguant à Bravos, etc. qu'est-ce qu'on sait Valérian qui a déjà été développé. Donc à Egon, on sait que c'est développé, qu'il y a des pistes, il y a eu des rumeurs d'adaptation en film et tout. Donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième qui a été, pour le coup, on sait qu'ils ils ont beaucoup avancé. C'est les premiers hommes, c'est le combat entre les premiers hommes et les enfants de la forêt. L'apparition et la création des marcheurs blancs. Ouais, mais ça, On c'est une sait série qu'il qui y a a... été annulée. Oui, mais on sait que ça, du coup, a été travaillé. Si, Oui. en fait, ils se sont rendus compte que ça n'avait pas de potentiel en termes de série, parce que ce qu'ils avaient à raconter, ça tiendrait sur un ou deux films, c'est parti, ils vont nous en faire 3. Moi, il y a un autre projet que je vois bien en film. Mais ils l'ont annoncé déjà en série animée, c'est les aventures de Corlys Velaryon. Énorme potentiel de ce qu'en Ouais. dit Martine, et ce que sous-entend Martine. Mais pour le coup, l'animation est confirmée. Oui, bien sûr. Ils ont discuté de qu'est-ce qu'il y aurait, donc quel épisode avec Martine. Là, pour le coup, le projet est trop avancé. Et alors, il y a une autre possibilité, c'est qu'il aille piocher dans un des nombreux personnages de Fire and Blood qui sont évoqués, où l'auteur donc de Fire and Blood, le narrateur, dit c'est un personnage extraordinaire, on n'a quasiment jamais vu ça, mais ça n'est pas le sujet de notre histoire, on n'en parlera pas plus. Et du coup, que là, le film en parle et fasse un truc hyper stylé sur un L'origine, personnage dans l'univers de Westeros. l'origine de la corneille. Tu vois, moi, je les vois bien Ouais, moi, je en pense qu'il faut préquel. sortir des marchands blancs. Là. Mais surtout que l'origine de T'en la as marre de corneille, la on le rando? saura, on va le savoir. On va le savoir d'une autre manière. Eh bien, merci à toi, mon cher Kerr. Je vais enchaîner par une petite news. Tu parlais de DC. Et il y a une news qui me laisse assez sceptique. La news, c'est tout simplement qu'il va y avoir une Comme la mini-série. fausse. Tu tombes bien bas. Et donc du coup, Peacemaker va avoir une mini-série de comics qui ont été annoncés en tant que série de comics qui vont lier la saison 1 à la saison 2. En soi, les fans de Peacemaker levaient les bras, faisaient la hola, il y avait même des gens qui faisaient la roue. Le truc, c'est que James Gunn a dit po, c'est pas canon. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça y est, ils sont censés arriver pour dire il va y avoir un univers étendu, ça va être incroyable, attendez-nous. Et là, on est un an après. Les projets qui ont été validés entre les deux, ils sont pas fichus. En plus, James Gunn est vraiment celui qui est en charge du pilotage de Peacemaker. Enfin, ça donne l'impression que chez DC, tout le monde tire un peu de son côté. Et bon, James Gunn est celui qui a le plus gros microphone. Parce que le mec en charge de DC Comics, je pense qu'il a moins d'abonnés sur ses réseaux sociaux que James Gunn. Mais ça donne une impression assez étrange de manque de cohésion sur cet univers qui pourtant est annoncé comme on nous a fait tout un truc en disant Henry Cavill, ça dégage. Gal Gadot, ça dégage. Parce qu'il faut vraiment repartir de zéro, faire un truc très cohérent et tout. Bon, je suis sceptique. J'en profite également pour vous placer la petite news que les Créatures Commando, donc le premier, alors c'est de l'animation, la première œuvre de ce fameux DCU complet va arriver. Et du coup, eh bien, ça va sortir le 5 décembre. Et donc, normalement, vous devriez le voir dans pas très longtemps. C'est à vous, mon cher Kerr. Ok. Autre info, mon cher Greg, puisque je vous ai dit qu'il y avait un film Game of Thrones, là où vous allez être aussi très étonné, personne n'avait vu venir, c'est comme Alien Romulus a été un relatif succès, une belle surprise de l'été.
Alors pas un énorme carton, mais en tout cas il a été largement rentable et puis il s'attendait pas à récupérer autant de millions de dollars. Et ben Alien Romulus du coup va avoir une suite et une vraie suite, mais pas que. Ridley Scott il est lancé là. Il se dit ouais, maintenant je suis le maître du monde, Alien Romulus ça a marché, je sors Gladiator 2. Du coup bah là je suis chaud et je fais un autre film Alien. Donc il va y avoir la suite d'Alien Romulus et un autre film avec d'autres personnages, une autre intrigue, un autre endroit de la galaxie. Mais toujours avec des aliens. Voilà, donc pour Alien, pour ceux qui aiment la saga et la franchise, vous allez en manger en espérant que ça soit un peu plus original et un peu moins dans l'hommage que Alien Romulus. Autre truc qui est intéressant, c'est qu'il y a un développement actuellement d'une suite de Jour de tonnerre. Donc le film qui est sorti en 1990. Et vous allez voir la transition, elle est incroyable avec Alien Romulus. Pourquoi ? Parce qu'on passe de Ridley Scott à Tony Scott, le frère décédé de Ridley, qui avait réalisé en 1990, donc Jour de tonnerre, avec Tom Cruise. Et donc là, il y a une suite en développement avec Tom Cruise attaché au projet. Probablement pas, et là je m'avance pas trop en le disant, que Nicole Kidman ne sera pas de la partie, l'ex-femme de Tom Cruise qui était dans Jour de tonnerre. Bon, là, à mon avis, n'y sera pas. Voilà pour ça. Si vous êtes content de cette suite de Jour de tonnerre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais on sent vraiment que là, le succès de Top Gun Maverick a donné des idées. Ils sont en train de se dire, bon alors, qu'est-ce qu'on peut sortir comme ancien film de Tom Cruise ? Et on va faire des suites. Donc, on va faire Cocktail 2. Là, il fait que des cocktails sans alcool. On va faire aussi La Firme 2. Enfin bref, tous les Tom Cruise. Né un 5 juillet. Ça peut être pas mal, ça, la suite Né un 5 juillet. Bref, voilà. Autre petite info avant de te rendre la parole, mon cher Greg. Garrett Dillahunt, qu'on a vu notamment dans plein de séries, mais que moi j'avais trouvé très bon récemment dans Fear the Walking Dead. Et ben Garrett Dillahunt a rejoint le casting de la série Lanterns. Et du coup, il rejoint Kyle Chandler et Aaron Pierre dans la série. On ne sait pas. C'est pas que moi qui ne le sais pas, c'est tout le monde. Enfin, en dehors des créateurs. On ne sait pas quel rôle il va jouer, mon cher Greg. Voilà, à toi. Alors, il y a un truc qui m'a fait assez marrer. Donc, là, sur Disney et Netflix, donc Bob Iger, le président actuel de Disney, a annoncé qu'il allait quitter Disney au moment où il l'a repris. Alors, pour rappel, il est parti à la retraite, c'était le bordel. Accessoirement, c'était le bordel parce que le plan qu'il avait mis en place était en train de foirer. Mais les actionnaires l'ont rappelé. Il est là que pour quelques années. On évoquait 2025-2026, le moment où il partait. Et du coup, de plus en plus de questions sont sur mais qui reprend les commandes. Et des gens ont commencé à dire, bah, c'est évident, qui peut reprendre Disney aujourd'hui ? Et ils ont pensé à Ted Sarandos, le co-patron, puisque ce sont deux patrons, chez Netflix. À ton avis, est-ce qu'il est intéressé ou pas, Ted Sarandos ? Et quel est son point de vue ? Non, je pense pas qu'il soit intéressé. Parce qu'il estime que Il a Netflix, dit c'est qu'il très n'avait aussi Disney. aucun intérêt à aller chez Disney. Ce qui est quand même un petit peu marrant, c'est vraiment, tu sais, c'est le guerrier nain qui regarde, tu vois, le géant et qui lui crache à la tête. Et parce que bon, Netflix c'est gros, hein, mais Disney c'est quand même beaucoup plus gros en termes de société. Et du coup, enfin, donc il explique qu'il n'a aucun intérêt, aucune envie d'aller chez Disney. Et il a enchaîné en disant, mais donc c'était lors d'une conférence, il a expliqué que de toutes les manières, chez Netflix, ils avaient plein de choses prévues pour l'avenir. Et donc il a évidemment reparlé de la pub. Et notamment de avec Disney. Je suis Ah, sûr ça qu'il y a des trucs prévus avec Disney. Alors ça, en tout cas, c'est pas annoncé. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est donc, il a dit qu'ils avaient pas mal de choses de prévues pour faire plus d'événements en direct. On rappelle que certains des records d'audience de Netflix ces dernières années, c'est du direct. Le Rose de Tom Brady, le show en direct de
de Chris Rock, etc. Et donc au final, donc Ted Sarandos dit que effectivement les événements en direct, ils veulent continuer de mettre l'accent dessus. On peut rappeler évidemment le spectacle de Chris Paul, le roast de Tom Brady et d'autres qui sont dans les records d'audience de Netflix. Mais ils parlent aussi qu'ils veulent trouver des manières d'être encore plus malins sur la publicité. Donc ça m'inquiète. Qu'ils veulent continuer à se développer sur le jeu vidéo, truc que je ne comprends toujours pas beaucoup. Alors en tant que société tech qui dit non mais le jeu vidéo ça nous prend du temps et on est en concurrence avec le jeu vidéo, ok, mais que Netflix fasse du jeu vidéo, je suis pour l'instant sceptique. Et après il dit évidemment l'intelligence artificielle est un des... Pardon ? Comme la fausse ? Et donc l'intelligence artificielle est son sujet d'après. Et alors l'intelligence artificielle, vous allez me dire mais... Qu'est-ce qui peut bien vouloir ce Ted Sarandos à l'intelligence artificielle ? Eh bien, en gros, il explique que lui, ce qu'il voit, c'est des outils pour aider les productions, aider pour nous, pour les clients, nanana. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Ted Sarandos sur l'utilisation de l'IA ? Eh bien, qu'il veut que ça aide les gens qui font des films pour Netflix et des séries à produire. Il veut que ça aide aussi du côté client, mais qu'il prône une utilisation... il dit morale de l'IA et qui sont sceptiques de l'IA générative et de création de vidéos. Franchement, quand on voit la vitesse à laquelle ça va, les IA sur YouTube, on voit de plus en plus de gens qui sont en train de poster du contenu créé par IA. Alors certes, aujourd'hui, on fait un arrêt sur image aujourd'hui, c'est... beaucoup d'heures, beaucoup d'itérations pour que les monteurs puissent avoir quelques images utilisables. Donc effectivement, tout le monde peut être sceptique. Mais au début, les IA, on se moquait en disant « Oh là là, il y a 6 doigts, il y a 7 doigts, c'est n'importe quoi et tout. » Et au final, ça s'est quand même très bien amélioré et très vite. Donc je pense que d'ici 10 ans, on va être surpris des changements d'avis de Netflix, mais on va voir, après tout, si eux deviennent les champions de la moralité, eh bien, je ne serais pas mécontent. Autre news, mon cher Kerr, est-ce que tu as une autre news ? Oui, mon cher Greg, j'ai quelques news à vous balancer. D'abord, un projet de Mike Flanagan, le papa de Hill House, Bly Manor, Sermon de minuit, qui revient avec un film de zombies qui s'appelle Épilogue. Au casting, on retrouve Kate Siegel, donc son épouse, qui est dans tous ses projets, qui est excellente. Et Kate Siegel sera accompagnée dans le film par David Dastmalchian. J'ai probablement massacré son nom, mais c'est un très bon acteur qu'on a vu récemment dans Oppenheimer, mais qu'on a vu aussi et surtout dans Late Night with the Devil, et où il était absolument énorme. Donc voilà, un film de zombies qui va se dérouler un an après donc l'apocalypse zombie, et on va suivre un couple qui va tenter de survivre et de trouver notamment un remède pour leur fille qui a été mordue. Voilà, autre annonce de suite, c'est une suite pour Godzilla, donc Minus One, le réalisateur du projet du premier, donc Takashi Yamazaki, rempile pour cette suite, et il a notamment parlé des très nombreuses offres qu'il a reçues de tout Hollywood pour des très gros films, et il a dit qu'il ne pouvait pas donc parler de ces offres, mais qu'elle lui avait fait pleurer des larmes de sang de refuser ces offres-là, mais qu'il était engagé sur une suite donc de Godzilla. Donc Godzilla Minus One, la suite, c'est bel et bien lancé. Voilà. Sinon, autre info, Cliffhanger, donc vous rappelez-vous des années 90, Cliffhanger, film d'alpinisme, on peut dire, avec Sylvester Stallone. Si vous ne l'avez pas vu, moi j'avais adoré à l'époque, je ne sais pas toi mon cher Eric. Toujours est-il qu'il y a un reboot de Cliffhanger qui est en projet et qui a beaucoup changé. En fait, à la base, ça devait être une suite avec Sylvester Stallone. Sylvester Stallone a été dégagé du projet pour diverses raisons. Et du coup, là, maintenant, c'est un reboot réalisé par Jaume Collet-Serra, avec, devant la caméra, Lily James, de Downton Abbey notamment, excellente actrice, et Pierce Brosnan. Voilà. Bon, on verra ce que ça va donner. Et je termine mes news, mon cher Greg, avec Sydney Sweeney, qui, petite info sur l'actrice, qui est très, très en vogue cette année, et qui est très maligne. On en avait déjà parlé dans différentes vidéos, notamment au niveau de la production de ces projets et des financements de ces projets. Et en fait, pour financer le projet Anyone But You,
donc tout sauf toi en français, avec Sony. Elle a accepté de jouer dans Madame Web, et c'était la condition. C'est-à-dire que je joue dans Madame Web, Sydney Sweeney a Laura d'Euphoria notamment. Du coup, Madame Web existe, et en contrepartie, il finance la comédie romantique avec Sydney Sweeney et Glenn Powell qui s'appelle Anyone But You. Donc voilà, ça c'était le deal. Mais la vanne, c'est quoi? C'est qu'en fait, Madame Web a été un énorme bid et Anyone But You a été une des très bonnes surprises de l'année. Et il y a plus de 120 millions de dollars d'écart de recettes au box-office entre les deux films. Donc voilà, sachez aussi que Sydney Sweeney est l'actrice de sa génération la mieux payée, puisque là, récemment, elle a notamment réussi à choper un chèque de 7 millions de dollars pour le film The Housemaid. Voilà, elle gère bien sa carrière, Sydney Sweeney, et on la reverra très bientôt dans la saison 3 de Euphoria. Voilà, mon cher Greg, à toi. Eh bien, mon cher Kerr, j'ai presque fini. Alors, je vais vous faire des petites news viteuf pour le plaisir. Star Wars Legacy of Vader, il y a une nouvelle série de comics sur Kylo Ren qui a été annoncée. Voilà. Alors, pour les fans de la postologie, qui sont sans doute pas très nombreux, soyons honnêtes. Je vois les 3 personnes. Hein? J'en compte 12, moi. Là, j'en vois un ou deux au fond de la salle, mais c'est tout. Hein. Et bien, du coup, vous serez content de voir que Kylo Ren a une série de comics. Voilà, il a l'air toujours très torturé. Skeleton Crew a un nouveau trailer, une palanquée d'images. Est-ce que tu as vu le trailer, mon cher Car? Non, j'ai vu quelques images. Je suis extrêmement surpris de ce qu'on voit. Ça, c'est l'univers de Star Wars dans le sens où c'est les espèces, des vaisseaux et tout de Star Wars. Mais c'est exactement filmé comme si, le trailer, ce qu'on en voit, c'est exactement filmé d'un point de vue cinématographique comme du coup si c'était Stranger Things. C'est extrêmement étrange. Il y a quelques extraterrestres qui sont pas tout à fait au même look, hein, pour que ça aille un peu plus dans l'univers. C'est super chelou. C'est vraiment super chelou d'avoir un mix comme ça. On a l'impression... Enfin, je serais pas choqué si à la fin c'était genre une fanfiction YouTube et tout. C'est vraiment très 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 étrange. Ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire que c'est mal. Je suis juste très très surpris du look que c'est en train de prendre. Voilà, c'était mes toutes petites news minuscules. Moi, j'ai une question de la suite. Je vais juste dire qu'il y a Lester qui est le chef projet autour de... Enfin, celui qui chapeaute le projet de Armor Wars chez Marvel, qui, quand il a été interrogé sur est-ce que c'est bon, c'est fini complet, Armor Wars, il dit c'est comme Blade, ça dépend si vous me demandez d'une semaine sur l'autre, ça peut être confirmé comme quasi annulé. On sent que c'est stable, on sent la stabilité chez Marvel. Un peu comme l'océan. Ok. Je te laisse la suite et le mot de la fin, mon cher gars. Moi, en mot de la fin, mon cher Rex, ça va plus être une question. Tu as parlé de comics sur Kylo Ren. Je voulais savoir si ça se passait sur la planète Hoth, la planète enneigée, parce que du coup, on pourrait avoir une scène où Kylo Ren déneige. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux tipeurs qui nous soutiennent, ça aide beaucoup la chaîne, ça permet d'avoir toutes ces vidéos. Si vous avez envie de nous aider aussi, ça nous fera grand plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour le référencement, c'est important, pour aussi juste échanger avec nous, on adore vous lire. Enfin, quand vous êtes poli, hein, bien évidemment, mais comme dans 99,99% des cas, vous êtes poli. Eh ben, c'est merveilleux. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour retrouver les différentes vidéos de Cult & Click. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!